Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation. Mon nom est Karine Chantelet, je suis professeure sciences sociales à l'Université du Québec en Outaouais et je suis aussi titulaire de la chaire ABEONA ENS OBIA en intelligence artificielle et justice sociale. Bonjour, je m'appelle Sarik Misrahi. Je suis une étudiante doctorante à l'Université d'Ottawa et je spécialise en droit et technologie. Et je suis également une assistante de recherche à la chaire. Il me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Et pareillement. Alors, nous allons aller de l'avant avec la présentation. Donc, on va vous parler d'une recherche qu'on est en train de mener dans les cadres des travaux de la chaire, Sarit et moi, sur justement comment intégrer une perspective de droits humains dans la participation, comment concevoir la participation, l'inclusion à partir d'un cadre de droits humains, particulièrement pour les groupes et les communautés qui ont été marginalisés. Donc, d'où le thème de la présentation ce matin. Sarit, est-ce qu'on peut changer de diapositive, s'il vous plaît? Oui. Donc, alors voici la présentation qu'on va vous faire. Alors, premièrement, on va regarder un peu quels sont les différents liens entre justement le concept de marginalisation, d'inclusion et de participation. Dans un deuxième temps, nous vous présenterons quelques exemples d'outils de protection des droits humains. Et dans la troisième partie, en fait, comment est-ce qu'on peut penser la participation à partir justement de cette perspective de droits humains, et à la fois en tant qu'outil et à la fois comme concept de base. La prochaine, voilà. Donc, la première partie, c'est, je vais détailler un peu, peut-être qu'on peut déjà changer de diapositive, merci. Je vais un peu vous parler des liens entre tous ces concepts et comment est-ce qu'ils sont pertinents, comment est-ce qu'il est pertinent de les revoir à la lumière de l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle dans le champ de l'intelligence artificielle, dans le champ très large. Donc, pourquoi est-ce que je parle déjà de marginalisation? Ce qu'on voit, c'est que le déploiement des outils d'intelligence artificielle, des systèmes d'intelligence artificielle, des enjeux de données font que les groupes qui étaient déjà marginalisés, qui étaient déjà exclus socialement, sont encore plus marginalisés et encore plus exclus. Donc, en fait, il y a une amplification de leur marginalisation du fait des usages, et qu'une discrimination qui était déjà systémique ou structurelle devient vraiment doublement systémique. Et finalement, ce qu'on voit dans les études actuelles sur la marginalisation, c'est un concept qui est effectivement très difficile à dire pour une francophone et j'imagine pour une anglophone aussi, mais bon, marginalisation. Donc, ce qui est important de prendre en considération et qui ne l'a pas encore été fait, ce sont justement les enjeux sociétaux, le contexte et les éléments structurels de cette marginalisation. Parce qu'en fait, on a affaire à des groupes qui déjà ne sont pas vulnérables, et je pense que c'est important, et c'est par exemple la raison pour laquelle dans les études que l'on fait dans le cadre de la chaire, on ne parle pas de populations vulnérables, mais de populations qui sont marginalisées, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas vulnérables en eux-mêmes, mais qui sont positionnés dans une situation qui les rend vulnérables. Et donc, plutôt que de parler de vulnérabilité, on va parler de marginalisation. Autrement dit, un contexte qui est en dehors même des personnes humaines et donc des personnes qui sont affectées par un contexte, pour ne pas, bien sûr, les essentialiser et les réduire à l'expérience qu'ils vivent. Donc ça, c'est un des premiers enjeux qui, à date, n'est pas extrêmement intégré dans les études qu'on voit sur les systèmes de SIA, les impacts des systèmes de SIA, le contexte dans lequel évoluent les personnes et les raisons qui font qu'ils en sont, qu'ils vivent dans cette situation-là actuellement. Et c'est ça qui est assez, peut-être, qui pose un petit peu problème, c'est qu'il ne faut pas réduire les personnes à ce qu'elles sont dans le milieu dans lequel elles vivent, mais en même temps, on ne peut pas les déconnecter. C'est-à-dire que, et c'est ce qui fait par exemple qu'il y a une marginalisation qui est doublement structurelle, c'est-à-dire que dans les études, notamment sur le déploiement des SIA, on ne prend pas en compte les déterminants sociaux ou le contexte dans lequel les personnes évoluent. Soit on les réduit à ce contexte-là, soit on ne le prend pas en considération. Et en fait, il faut trouver un équilibre entre les deux et de faire en sorte qu'on ait une approche qui soit à la fois intersectionnelle, c'est-à-dire que on prenne en considération le fait que les gens n'ont pas
une seule identité et que leur histoire et leur expérience est le construit de plusieurs, et le résultat est le construit de plusieurs expériences. Par exemple, si je prends ma propre expérience, je ne suis pas juste une professeure, je suis aussi une mère, une femme, une conjointe, une sœur, une immigrante. Et si vous voulez, toutes ces expériences-là font que je me trouve dans une sorte d'espace-temps et un rapport social qui est particulier à mon identité et à mon histoire et qui ne peut pas être déconnecté de ce que je suis. Un autre élément aussi, un autre élément d'enjeu, qui fait que souvent dans le déploiement ou dans les impacts sociétaux de l'IA, on ne considère pas donc le contexte dans lequel évoluent les gens, le contexte qui ont fait qu'ils en sont là maintenant, mais aussi le fait de les consulter sur leurs propres expériences. C'est un enjeu qu'on voit de plus en plus où il y a un certain nombre de choses qui sont déterminées sans pour autant qu'il y ait une consultation des personnes affectées. Donc en gros, ce sont les enjeux qu'on voit sur la marginalisation en contexte d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut changer? Merci. Ensuite, un autre élément, en fait, vous voyez que dans cette diapositive-là, je n'ai pas parlé d'inclusion, je vais parler plutôt d'exclusion, parce qu'avant d'inclure, il faut déjà comprendre comment est-ce qu'on exclut, et dans les exclusions, il y a bien sûr des enjeux de biais et des enjeux de discrimination. La raison pour laquelle je voulais parler quand on parle d'inclusion, je pense qu'il faut parler d'abord d'exclusion et de biais, c'est qu'il faut quand même savoir qu'en intelligence artificielle, les biais déjà, c'est une constituante de la façon dont on gère les données. Je suis un peu moins familière avec la technique, mais ce que j'ai compris, c'est que le biais fait partie de la constitution des sets de données. Et souvent, on va penser que les biais sont technologiques. Alors qu'en fait, oui, effectivement, les biais peuvent devenir technologiques, mais les biais sont finalement le reflet de ce qu'on voit dans la société. Donc, en fait, les biais sont avant tout sociétaux et ils ne sont pas juste technologiques. Et les biais sont souvent enracinés dans des pratiques racistes ou des pratiques coloniales. Et on ne sait pas, d'ailleurs, on découvre au fur et à mesure qu'on déploie les technologies d'intelligence artificielle au sein de la société, on découvre un certain nombre de biais, on découvre un certain nombre de discriminations. Donc, ces biais-là, on les découvre, ils ne sont pas complètement encore connus, ils n'ont pas complètement encore été décodés ni complètement compris. Donc, c'est vraiment, comme on dit en français, un work in progress. Donc ça, c'est un élément, quand je vous disais qu'on avait tendance, par exemple, à déconnecter ou à essentialiser les personnes par rapport à leur contexte, c'est directement lié au biais. Le fait qu'on ne comprenne pas encore toujours pourquoi est-ce qu'il y a des biais dans les sets de données. Ce que les études montrent, c'est que les biais doivent être remontés au niveau de la société et de la manière dont la société fonctionne. Donc en fait, ça amène au fait que, quand je vous disais par exemple que des groupes qui ont été socialement, historiquement ou économiquement marginalisés, donc le sont déjà dans la société, le fait qu'on l'inclut dans les données, qu'on inclut déjà ces biais, cette discrimination, font qu'il y a une deuxième couche de discrimination et donc une deuxième couche d'exclusion. Donc non seulement ils sont exclus au niveau social, mais ils finissent par devenir exclus au niveau technologique. Et les deux sont interconnectés parce que c'est parce qu'ils sont exclus au niveau social qu'ils vont être exclus au niveau technologique. Ça veut dire que si on parle en termes d'inclusion, il faut d'abord les inclure au niveau social pour ensuite les inclure au niveau technologique. Et souvent, les deux sont vus comme étant à part. Et un des premières critiques, par exemple, que j'aurais, c'est surtout sur les mouvements de EDI, donc de diversité et d'inclusion, qui voient souvent les solutions au niveau technologique, alors qu'en fait, ça doit être beaucoup plus en amont au niveau sociétal et d'inclure les gens déjà dans le développement et dans la recherche de solutions plutôt que de juste d'appliquer ce que je considère être un plaster au niveau technologique. Donc en fait, si vous voulez, pour revenir à la présentation, mais fixer les biais au niveau technologique ne réglera pas les biais, d'autant plus que on est avec le déploiement des systèmes d'intelligence artificielle, on est en train de découvrir un certain nombre de discriminations auxquelles on n'avait pas forcément porté attention avec. Il y a aussi énormément de groupes qui sont terriblement affectés par les usages des SIA, qui commencent à faire entendre leur voix en disant ça n'a pas de bon sens ce qui se passe, on est excessivement impacté, on est encore plus lourdement impacté que ce qu'on devrait être. Donc, si vous voulez, on commence un peu à découvrir l'incidence et la profondeur de ces biais, des discriminations et donc du niveau
d'inclusion. Donc, si vous voulez, ça nous amène au fait, ça nous a amené au niveau des travaux de la chaire, réfléchir au fait que on n'est pas ni dans une position éthique, une réflexion éthique, on est peut-être même au-delà d'une réflexion ou d'une position qui est morale ou même juridique, et qu'il faut repenser la participation et l'inclusion à travers d'autres outils, parce que visiblement, il y a un enjeu là. Est-ce que vous pouvez mettre l'autre, s'il te plaît? Alors, merci beaucoup. Au niveau de la participation et de l'inclusion, donc là maintenant, je ne parle plus forcément d'exclusion, mais je parle d'inclusion. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Il faut savoir aussi qu'il y a un certain nombre d'enjeux sous-jacents qui est finalement qui parle au nom de qui et de quoi. Et souvent, ce qu'on voit actuellement dans le milieu de l'intelligence artificielle, et ça fait quelques années que j'évolue là-dedans, mais ce n'est pas mon champ d'expertise premier, c'était en collaboration avec les peuples autochtones. Et souvent, quand on travaille en collaboration avec les peuples autochtones, ce qu'on dit, c'est « mais qui êtes-vous pour parler de ce qui nous préoccupe? Et quelle légitimité avez-vous et quelle compréhension avez-vous de nos enjeux ?» Et souvent, ce qu'on voit, par exemple, sur les enjeux de participation et d'inclusion, c'est que la participation, elle est cadrée, elle est dessinée et elle est définie à partir des perspectives qui ne sont pas forcément la perspective des personnes qui sont affectées. Donc, il y a un enjeu de qualité, il y a un enjeu de finalité, il y a aussi un enjeu de méthodologie. Et comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ces outils d'inclusion et ces outils de participation? Et c'est assez intéressant de voir un peu l'évolution. Je me rappelle les premiers temps, quand je faisais des lectures là-dessus, il y a quelques années, on disait, dans l'équipe des développeurs, on va engager des gens qui étaient issus de la diversité. Donc, il y avait une réflexion. On est complètement ailleurs maintenant. On parle un peu plus au niveau du design justice et d'avoir des approches un peu plus profondes à ce niveau-là. Mais vous voyez, c'est ça encore qu'on voit beaucoup sur finalement qui participe et pourquoi, et qui a défini la participation et au nom de quoi. Donc, la perspective des personnes qui sont concernées, c'est encore un enjeu qui est excessivement important. Et à l'heure actuelle, quand on lit un peu sur justement les courants de pensée sur la participation, beaucoup de personnes se posent la question comment est-ce qu'on fait participer, comment est-ce qu'on mobilise les gens. Alors, les dimensions qui sont à prendre en compte, j'en ai parlé un petit peu, mais c'est certainement l'intersectionnalité des profils et des besoins. Encore là, on n'est jamais soit une femme, soit un homme. On a un certain nombre d'enjeux qu'on voit. Et ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est que, et ça c'est typiquement occidental, c'est qu'on a eu aussi tendance à penser que pour le mettre dans des termes, l'aspect racialisation était souvent occulté, alors qu'en fait, qu'on voit avec les systèmes d'intelligence artificielle et les systèmes par exemple, la reconnaissance faciale, la racialisation est un aspect qui est excessivement structurant. L'historique des dynamiques sociétales, autrement dit les rapports de pouvoir au sein de la société, qui fait qu'un groupe, par exemple, n'est pas représenté, n'est pas invité ou est complètement invisible dans un certain nombre de processus. Une des dimensions structurelles, puis vous allez voir, je vais en revenir, c'est aussi l'éducation aux droits humains, savoir quels sont nos droits en tant qu'individus, quels sont nos droits en tant que collectivité par rapport au déploiement de ces SIA, quels sont mes droits. Il est souvent difficile de savoir, par exemple, quand on va sur une application ou quand on va sur les médias sociaux, de savoir exactement ce à quoi on consent et ce à quoi on ne consent pas. On parle souvent d'un certain nombre de choses, par exemple le droit à la vie privée, mais il y a bien plus de choses impactées que juste le droit à la vie privée. Donc déjà, ça c'est un élément. Aussi, les dimensions structurelles de l'inclusion et de la participation, c'est de permettre à ce que les groupes, les individus, les communautés aient une certaine agentivité, une certaine autonomie, soient capables eux-mêmes de prendre des décisions, de faire des choix en connaissance de cause et non plus de se remettre à une entité qui est extérieure avec des intérêts qui seront peut-être divergents des leurs. Et ça, c'est clairement un enjeu qu'on voit. Parce que une des dimensions aussi qui serait à prendre en compte, c'est d'avoir des démarches pour notamment qualifier ce qu'on a subi, qui soit réaliste, c'est-à-dire qu'on soit obligé d'aller en Cour suprême pour faire reconnaître les droits, je caricature un peu, mais quelque chose qui soit facilement réaliste et facilement mobilisable, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 100 000 $ à la banque pour être capable de faire reconnaître un certain nombre de violations qu'on a subies. Et aussi des outils qui interviennent à différentes étapes, c'est-à-dire c'est très bien d'avoir des instruments internationaux, mais aussi ce qui parle aux gens, c'est d'avoir quelque chose qui soit de faible intensité,
comme alors au Québec, on a la Cour des petites créances ou la loi sur la protection du consommateur, qui sont des lois qui sont, si vous voulez, relativement mobilisables, par exemple, par des organisations communautaires. Et des outils, enfin, qui soient pratiques, fonctionnels et aussi reconnus. Je pense que ce serait quelque chose d'important. Merci. Alors, je veux juste faire un récapitulatif avant de passer à la suite sur justement l'interconnexion entre ces trois concepts qui sont marginalisation, je vais finir par le dire correctement d'ici la fin de la présentation, mais marginalisation, inclusion / exclusion et participation. Donc en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que souvent, la manière dont ça a été conçu, c'est qu'on avait des approches qui étaient relativement universalisantes, c'est-à-dire qu'on pensait que la participation pour un groupe allait fonctionner pour un autre groupe. Autrement dit, le one fits all, comme on dit au Québec, c'est souvent comme ça que la participation et l'inclusion sont conçus. Un autre élément qui est à prendre en considération, c'est que le fait que la technologie, pour encore énormément de monde, est un outil qui est neutre et qui finalement permet d'égaliser les chances. Non, la technologie n'égalise pas les chances, la technologie reproduit ce qui existe déjà. Donc, dans une société qui est inégalitaire, où les rapports de pouvoir ne sont pas pris en considération, la technologie va les reproduire. Et ce qu'on voit, c'est qu'en plus, non seulement les reproduit, mais les amplifie. Donc, c'est loin d'être neutre, mais c'est un des éléments qui est à prendre en considération et qui fait que, en fait, je parle souvent d'angle mort, mais ces deux éléments d'universalisation et d'égalisation, on va dire, sont souvent des angles morts dans la prise en compte de de ces trois concepts-là, participation, inclusion et marginalisation. Un autre élément à considérer, c'est le contexte sociétal, le contexte historique, le contexte géographique, selon qu'on est affaire à une société qui soit du nord global ou du sud global, les rapports de pouvoir, bien évidemment, qui vont entrer en considération, les pratiques colonialistes, que ce soit à la fois du colonialisme interne, c'est-à-dire pour les gens qui viennent du Canada ou de l'Amérique du Nord, ce qu'on peut voir en termes de rapports de pouvoir entre, par exemple, les premiers peuples et l'État colonial, et en fait les pratiques aussi de racisme et de discrimination systémique, et finalement les déterminants socio-économiques. Donc, vous voyez, en fait, dans ces trois concepts-là, les liens entre les trois concepts, il y a peu d'éléments qui sont en lien avec la technologie pure. Ce sont toutes des dimensions qui sont sociétales. Et c'est souvent un autre élément que l'on ne prend pas en considération dans les éléments de participation. Est-ce qu'on peut voir la prochaine? Voilà. Donc, maintenant, je vais te passer la parole, Sarit. Il y en a plusieurs outils de protection des droits humains qui prédominent les débats sur l'intelligence artificielle. Mais pour l'instant, ce sont les cadres éthiques volontaires qui demeurent l'outil le plus répandu. Alors, ces cadres avancent un assortiment de valeurs morales qui devraient être priorisées dans la conception, le développement et le déploiement des systèmes d'intelligence artificielle. Bien que ces valeurs diffèrent d'un cadre à l'autre, il y a certains qui se répètent. La dignité humaine est un principe qui présuppose la valeur inconditionnelle de chaque personne. Les systèmes d'IA doivent être conçus et exploités de manière à respecter, servir et protéger l'intégrité physique et mentale des êtres humains, leurs sentiments d'identité personnelle et culturelle et la satisfaction de leurs besoins essentiels. L'autodétermination est une expression fondamentale de liberté qui voit l'être humain comme étant un acteur autonome dans une société de données qui est dotée d'un droit d'exploitation économique de ses propres données personnelles, ainsi que la gestion de ses données non personnelles. Il y a également la notion de l'importance d'assurer que les systèmes d'IA soient centrés sur les humains, que ce soit ceux qui les opèrent ou ceux qui sont affectés par les décisions algorithmiques. Les systèmes devraient prioriser les droits et libertés fondamentales, les besoins essentiels, le bien-être émotionnel et physique et le développement des compétences de ces personnes. L'équité, la non-discrimination et la justice demeurent également des considérations importantes visant à contribuer à la réalisation d'une société juste et équitable. Pendant leur cycle de vie, les systèmes d'IA devraient être inclusifs et accessibles et ne devraient pas promouvoir la discrimination inéquitable contre les personnes, les communautés ou les groupes. Cela étant, la plupart reconnaissent que les biais sont assez difficiles à éliminer
complètement et requiert donc seulement d'identifier les biais intégrés, d'évaluer leurs impacts et de trouver des moyens de réduire ces biais autant que possible. Pendant leur cycle de vie, les systèmes d'IA devraient également être doivent également respecter et maintenir les droits à la vie privée et à la protection des données, ainsi que d'en assurer la sécurité. Le droit à la vie privée vise à préserver la liberté et l'intégrité de l'identité personnelle des individus contre la collecte et l'évaluation des données sur les plus intimes sujets. Pour sa part, la notion de la sécurité peut être comprise soit comme impliquant seulement la sécurité des données, soit comme incluant la sécurité physique et émotionnelle des humains, ainsi que la protection environnementale. Les systèmes d'IA doivent également être transparents, explicables et contestables. Et ce sont les considérations censées à promouvoir le développement de l'IA fiable. La transparence requiert la divulgation des situations dans lesquelles un système d'IA est utilisé pour prendre une décision. Les utilisateurs doivent également être fournis avec l'information requise afin de comprendre la décision et de pouvoir exercer leur droit de contester la décision si nécessaire. En outre des cadres éthiques, il existe également d'autres outils qui sont conçus afin d'assister aux organisations d'évaluer un système d'IA en fonction des risques et impacts qu'il peut amener. Le Canada, par exemple, a élaboré un outil d'évaluation de l'incidence algorithmique qui doit être respecté par le gouvernement dans son utilisation des algorithmes pour les fins de la prise de décision. Cet outil contient un questionnaire qui sert à définir le niveau de risque d'un système d'IA et donc les règles qui devraient être respectées dans son application. Plus le niveau de risque est haut, plus les obligations à satisfaire seront nombreuses. Entre autres, le gouvernement doit veiller à la transparence, l'explicabilité et la contestabilité, ainsi qu'à la pertinence et l'exactitude des données utilisées pour les fins de l'apprentissage par machine. Ces données ne devraient pas être atteintes par les biais ni conduire à des résultats involontaires. Il existe également d'autres outils réglementaires, bien qu'ils ne soient pas encore très répandus, vu que la plupart des pays sont encore dans le stade d'évaluer l'approche qui est mieux adaptée à leurs intérêts et besoins. Ces règles sont généralement conçues en vertu d'une de deux approches. La première approche est basée sur l'évaluation des risques. Un bon exemple de laquelle est le règlement d'IA qui vient récemment d'être proposé par l'Union européenne. Cette loi cherche en fait à répertorier les différents types de systèmes d'IA en fonction de leur niveau de risque, avec ceux qui sont d'un niveau inférieur assujettis à moins d'obligations que ceux classifiés à haut risque. Dans cette dernière catégorie, nous retrouvons tous les systèmes d'intelligence artificielle qui sont considérés comme ayant des impacts négatifs significatifs sur la santé, la sécurité et les droits fondamentaux des personnes. La deuxième approche est conçue en revanche en fonction des droits. Ces règles énoncent clairement l'existence d'un droit, la violation duquel amène à un recours. Prenez par exemple le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne. Cette loi est basée sur les droits et a pour objectif de rendre ces droits opérationnels. Elle autonomise les utilisateurs en leur accordant plusieurs droits qui leur permettent de contrôler leurs données et impose les obligations sur les compagnies privées de respecter ces droits. Et ces droits doivent être respectés indépendamment du niveau de risque associé à l'utilisation de ces données. Mais tous ces outils ne sont pas sans leurs enjeux. Pour ce qui en est des cadres éthiques, il demeure assez difficile de les mettre en œuvre. D'une part, ce manquement se produit parce que l'éthique n'est pas fondée dans les droits humains, mais plutôt dans les valeurs. Toutefois, les valeurs éthiques varient d'une culture à une autre. Si certaines, comme la transparence, l'équité et l'explicabilité, ont tendance à se répéter, le contexte et la culture jouent souvent un rôle important dans la définition des normes éthiques. D'une autre part, les codes éthiques sont volontaires et non contraignants. Souvent qualifiés par les critiques comme étant ethics washing, ces codes ont eu peu d'effets concrets à promouvoir les droits humains des utilisateurs, principalement parce qu'il n'y a personne qui veille à ce que les entreprises respectent
leurs engagements sur le plan éthique, mais aussi parce que ces approches autorégulatrices ne font que retarder l'évolution des lois qui devraient s'appliquer à l'intelligence artificielle. Cela étant, est tel que démontré par le règlement sur l'IA proposé par l'Union européenne, même les tentatives d'élaboration de telles lois ne sont pas sans leurs enjeux. En se basant sur une approche axée sur les risques, cette loi maintient effectivement que si les risques opérationnels sont jugés faibles, les entreprises peuvent aller de l'avant avec le développement et le déploiement de leur système d'IA. Mais le fait que les risques opérationnels soient faibles ne veut pas dire qu'il n'existe pas de risques aux droits humains. Et ce sont des risques qui sont sentis très concrètement par les groupes marginalisés en particulier. Dans son essence même, cette approche est ancrée dans l'inégalité, dans une approche qui conçoit les droits fondamentaux comme étant négociables. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce qu'une telle approche est très souvent privilégiée par la législation? Pourquoi est-ce que les violations des droits humains sont permises tant et autant qu'elles soient classifiées comme étant des violations faibles? En effet, bien que plusieurs pays possèdent des chartes qui protègent les droits et libertés individuelles de leurs citoyens, les principes et valeurs avancés par ces chartes protègent les citoyens contre l'intrusion gouvernementale seulement. Cela veut dire qu'en dépit de leur rôle croissant dans nos vies quotidiennes, de manière qui a modifié fondamentalement la nature et la qualité de certains droits, les actions des compagnies privées de haute technologie ne sont pas forcément circonscrites par les droits humains protégés par ces chartes. Cela étant, le gouvernement élabore souvent les lois qui sont censées de réglementer les comportements de ces entreprises et celles-ci, en tant qu'acte gouvernemental, doivent être guidées par les droits et les valeurs énoncées dans les chartes. Bien qu'important, il existe une distinction quand même marquante entre l'élaboration de la législation en fonction des valeurs morales et l'élaboration des droits comme tels. Comme l'explique Duncan Kennedy, la législation tend à se présenter comme un jugement de valeur, découlant souvent de l'affirmation normative que quelque chose est bien ou mal, ou que la règle particulière élaborée est au bénéfice de la société. Mais il y a une subjectivité dans ce type d'argument normatif qui se distingue des arguments basés sur les droits. L'intérêt d'un appel à un droit, la raison pour laquelle on le fait, est précisément parce qu'il ne peut pas être réduit à un simple jugement de valeur selon lequel un résultat est considéré comme étant meilleur qu'un autre. Mais c'est exactement ça qui se matérialise quand le gouvernement est appelé à médier entre les valeurs subjectives des citoyens d'un part et de l'industrie technologique de l'autre. Parce qu'il doit s'assurer à protéger les droits humains tout en veillant à ne pas adopter des lois susceptibles d'entraver le progrès industriel et technologique. Et ces difficultés se produisent même quand les lois et règlements sont développés en fonction d'une approche basée sur les droits. Prenez par exemple le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne. Bien qu'un atout significatif à la protection des données personnelles des utilisateurs, cette loi est responsable des notifications qui leur inondent en ligne et qui cherchent leur consentement à la collecte de leurs données personnelles. Ces notifications transforment l'Internet en une vaste exposition de fenêtres, le rendant souvent extrêmement difficile ou simplement impossible pour les utilisateurs de refuser le suivi. À première vue, cette exigence semble être le meilleur des deux mondes. Elle permet à l'industrie de poursuivre ses activités tout en accordant aux utilisateurs le droit et le pouvoir d'être maîtres de leurs propres données personnelles. Mais face aux difficultés de gérer toutes ces demandes, les utilisateurs se contentent souvent d'accepter les cookies sans se donner la peine de les régir, de sorte que la loi n'a pas vraiment connu le résultat escompté. L'équilibre que le législateur a tenté d'établir, en d'autres termes, n'a guère amélioré la situation des utilisateurs. La raison pour laquelle les gouvernements peuvent établir un tel équilibre est précisément parce que les droits fondamentaux inscrits dans les chartes ne sont pas tous absolus. Parfois, il est question de balancer deux droits opposés, tels que le droit à la vie privée et la liberté de mener des affaires. Mais même la Charte canadienne, qui ne protège pas la liberté économique, reconnaît que les droits énumérés peuvent être restreints dans les limites raisonnables qui peuvent se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Mais dans la même mesure qu'il soit nécessaire que la législation tienne compte du bien-être économique du pays, elle doit également s'assurer qu'elle offre une protection concrète aux droits fondamentaux des citoyens et non pas une protection seulement illusoire. Et pour ce faire, elle doit saisir les enjeux sociétaux auxquels elle se heurte. Pour continuer sur la lancée de Sarit, ce qu'on voit particulièrement et la raison pour laquelle on réfléchissait à cette perspective de droits humains, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est que finalement, on a des représentations qui sont relativement sectionnées en thématiques de droit et on va parler d'atteinte et quand il y a une atteinte, ça veut dire que c'est déjà fait et qu'on doit avoir une réparation. Donc, si vous voulez, le premier enjeu, c'est qu'on est obligé de décider quel type de droit est attaqué. Donc, quand je parlais de prendre le contexte sociétal, de prendre le contexte, les déterminants socio-économiques, par exemple, ben, souvent, quand on voit, par exemple, sur une atteinte qui n'est pas très grave, par exemple sur le consentement des plateformes, ben, faut décider entre est-ce que c'est le droit au consentement ou est-ce que c'est le droit à la vie privée. Je ne veux pas que les juristes me jettent des pierres parce que j'ai fait des raccourcis qui ne sont pas, c'est ma perspective de sociologue et c'est ce que j'en pense, ok, mais bon, ça peut-être que je dis des faussetés, mais à date, ce qui me semble, c'est qu'on est obligé de choisir entre quel type d'atteinte. Donc ça, c'est la première des choses, et ça veut dire que souvent, ça a eu lieu. Donc tout l'aspect, on va dire, préventif et de regarder ou d'évaluer a priori en termes d'atteinte, ça n'est pas là. Un autre élément, c'est que souvent on va parler en termes de risques, alors qu'en fait, les risques, on le voit particulièrement quand on parle de communautés qui sont marginalisées, déjà sont lourdement impactés. Donc ça veut dire que les risques, on ne les prévient pas, mais enfin, l'idéal, ce serait quand même de penser en termes d'éviter qu'il y ait, plutôt que ce soit des risques, mais de parler en termes de droits humains et d'atteinte aux droits humains. Déjà, ça serait le premier des choses. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que les atteintes, on parle d'une technologie qui est en déploiement actuellement, dont on apprend les conséquences de jour en jour. Il y a 10 ans, on ne parlait pas des mêmes choses que ce qu'on parle maintenant. Donc, le fait de parler en termes de risques, ce sont des risques tels qu'on les pense maintenant, mais peut-être qu'ils seront beaucoup plus graves et ce sont des risques ou des atteintes qui ne sont pas encore documentées. Donc, comment est-ce qu'on fait quand ça va impacter? On anticipe que ça va impacter lourdement et qu'on sait par exemple, ou on anticipe que ça va impacter un peu, mais que ça a impacté lourdement. Donc les conséquences sociétales sont énormes et là on parle de droits fondamentaux, d'atteinte à des droits fondamentaux. Donc on n'est pas dans juste le fait de ne pas avoir coché une case dans un formulaire. On parle de personnes qui vont peut-être soit être emprisonnées, soit dont des droits fondamentaux vont être impactés. Donc les atteintes plus graves, on ne les connaît pas, on va les connaître. Un autre élément qui est à prendre en considération, dont j'ai parlé un peu, c'est le fait que ce qu'on voit souvent, ce qu'on va donner comme exemple et qui va à l'encontre de ce que, par exemple, des groupes militants mettent en avant, c'est qu'on va peut-être qualifier les atteintes qui sont plus légères, alors qu'en fait, les atteintes sont beaucoup plus lourdes que ce qu'on anticipe. Et donc, il y a des enjeux sociétaux dont il faut non seulement tenir compte, j'allais dire adresser, c'est un anglicisme, mais dont il faut absolument inclure la sévérité de ces impacts. Et je vais rephraser, donc il faudra couper dans la présentation, mais c'est ça. Donc, en fait, il faut absolument traiter des atteintes graves, des formes graves qu'on ne sait pas, qui peuvent avoir un impact sur l'intégrité physique des personnes, leur santé mentale ou même leur sécurité. Et pour l'instant, on ne connaît pas encore les atteintes. Les atteintes, elles ne sont pas complètement documentées. Et donc, à ce niveau-là, ça pose un problème. Est-ce que tu peux changer ça, s'il te plaît? Alors, ce qui nous a amené à réfléchir sur les enjeux de participation dans une perspective de droits humains. Sur la prochaine diapositive, vous allez voir, il y a un certain nombre D'abord, pourquoi droits humains? Pourquoi pas, on est dans un milieu francophone, pourquoi pas droits de la personne ou droits de l'homme? La perspective de droits humains, elle est intéressante pour plusieurs éléments. Le fait, premièrement, que l'aspect collectif, j'en ai parlé, on ne peut pas non seulement réduire les personnes à leur contexte, mais on ne peut pas les sortir de leur contexte et de ce contexte sociétal. Donc, l'aspect collectif est énormément important et c'est donc ces droits
droits humains au pluriel, parce qu'il y a aussi une responsabilité collective. Autrement dit, comme société, qu'est-ce qu'on veut? Quel type de violation on est prêt à ne pas accepter? J'allais dire on est prêt à accepter, on n'est pas du tout prêt comme société à accepter des violations, mais jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller en termes de limites? Donc ça, c'est un aspect qui est très important et pour l'instant, on parle encore beaucoup d'atteinte au niveau individuel et de responsabilité, soit d'une entreprise, soit de l'État, mais c'est certainement des projets de société et des décisions collectives qui y a en arrière. Donc le concept de droits humains semblait intéressant, extrêmement important. Ce que ça permet aussi, le concept de droits humains, c'est-à-dire que contrairement, par exemple, on peut parler de la personne, mais je pense que c'est important de parler de la personne humaine. Peut-être que ça n'intègre pas pour l'instant les dimensions, par exemple, des robots, mais ce que ça permet quand on considère la personne humaine, c'est de voir et de considérer tout ce qui va être produit à partir de cette personne-là et comprendre les données, par exemple, de cette personne-là qui peuvent être une extension de son identité en tant qu'être humain. Donc ça, c'est l'autre chose. Ce que ça permet aussi, ce concept de droits humains ou de personnes humaines, c'est de tenir compte, je l'ai dit, du contexte et donc souvent des enjeux de racialisation. Et c'est ce qu'on voit qui ressort le plus en plus, notamment avec un certain nombre de technologies, et je pense encore là, une fois, aux technologies de reconnaissance faciale, mais ce ne sont pas les seules, où l'aspect racialisation devient important. Et donc, quand on parle de droits de la personne, par exemple, cet enjeu-là, c'est sûr que les personnes ne doivent pas subir de discrimination, mais je trouve que c'est, comme on dit en bon français, un understatement, alors qu'en fait, ça prend une dimension absolument énorme et ça a des impacts énormes, l'aspect racialisation et le fait qu'on soit discriminé encore plus doublement, déjà, ce n'est pas acceptable normalement, mais par des technologies du fait de la couleur de sa peau et que ça peut avoir une incidence sur des droits fondamentaux, sur son intégrité physique, sur son intégrité morale et le fait qu'on soit emprisonné ou qu'on n'ait pas accès à des traitements qui peuvent nous sauver la vie, c'est un problème sociétal qui est grave et qui doit être pris en compte. Et le fait donc de considérer la personne humaine, y compris dans cet aspect physique-là, je pense que c'est certainement peut-être une des spécificités du déploiement des technologies d'intelligence artificielle. Ce que ça permet aussi, je l'ai parlé, le fait qu'on ait une responsabilité collective, c'est aussi que les impacts des SIA ont une dimension collective. On a parlé de marginalisation, on a parlé d'une marginalisation qui était déjà systémique, qui est encore plus renforcée, amplifiée. Donc la dimension collective, autrement dit, ça n'impacte pas juste un ou deux individus, ça impacte des groupes et des communautés. Et c'est pour ça, par exemple, que dans cette présentation et dans les travaux qu'on fait, on parle de groupes et de communautés. C'est-à-dire que ça a une large incidence sur la société, parce que ça a une large incidence sur des groupes entiers qui composent la société. Donc, ce n'est pas juste une responsabilité individuelle, ce n'est pas juste un impact individuel, c'est un impact qui a des répercussions absolument très profondes sur la dynamique de nos sociétés, le tissu social de nos sociétés, et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, fondamentalement à tenir en compte. Et cette notion de droits humains-là semblait importante. Donc, à la fois la dimension sociale de l'individu, et je dirais de la personne humaine, mais aussi la dimension physique et tout l'aspect de racialisation. Voilà. Donc, encore là, je vais faire un petit récapitulatif sur les dimensions structurantes, par exemple, de la participation dans un cadre de droits humains. Qu'est-ce qui est important? C'est notamment les enjeux d'intersectionnalité. Je sais que je reviens, je suis un peu lourde là-dessus, mais j'insiste parce que c'est un élément qui est vraiment important à considérer. Le fait que ce soit multidimensionnel, multiniveau, qu'il y ait un aspect à la fois collectif et un aspect sociétal, que les droits sont interconnectés, autrement dit que souvent le droit, par exemple, à la vie privée va avec un certain nombre de droits au consentement, mais des droits aussi qui est de la dignité humaine. Et j'en reviens avec le dernier point de ma diapositive, c'est-à-dire que ça fait partie, la dignité humaine, la personne humaine doit être comprise dans toute sa composition et qu'on ne peut pas opposer et décider de protéger un droit et non pas un autre. Et actuellement, on a un petit peu des choix à faire ou on a un petit peu à mettre dans la balance, alors qu'en fait, on parle de droits qui sont non seulement fondamentaux à bien des niveaux, mais qui en plus ont des impacts absolument terribles sur un certain nombre de populations. La prochaine. Donc,
Quand on parle de participation, et la raison pour laquelle j'ai mis mobilisation, c'est que pour faire participer les gens, et quand plus précédemment dans la présentation, je vous disais que dans les enjeux de participation, c'est qui parle et comment, c'est-à-dire que pour les gens participer, il faut aussi qu'ils soient mobilisés et qu'ils soient intéressés à participer. Mais une des façons certainement de réfléchir sur la participation, c'est de parler en termes de droits humains, mais certainement d'injustice, parce que ce que les gens vivent, c'est de l'injustice. Ce n'est pas juste une atteinte à leurs droits, c'est une injustice. Donc, d'intégrer ce concept d'injustice et de réparation à cette injustice-là est certainement un élément qui serait fondamental et qui mobiliserait les gens. D'avoir des outils qui permettent d'intégrer les enjeux sociaux et pas juste des risques, parce qu'en fait, encore là, c'est ce que les gens vivent, ils ne sont pas juste exposés à des risques, ils sont exposés à des conséquences sur leur vie de tous les jours. Donc, ce sont des conséquences sociales et pas juste des risques au niveau juridique, parce que c'est un des éléments aussi que je trouve qui est assez intéressant à voir dans tout le discours sur la régulation de l'intelligence artificielle et comment est-ce que l'on peut amener une meilleure participation, c'est que c'est extrêmement juridique, extrêmement technique au niveau juridique, alors qu'en fait, ça ne parle pas aux gens et ça ne parle pas aux gens qui sont c'est pas juste les gens, on va dire, qui n'ont pas une éducation juridique, mais moi, quand j'entends des fois un certain nombre de choses de collègues, puis je connais un tout petit peu, on va dire, mais ça me motive pas non plus. Enfin, je me dis, OK, la vie privée, j'arrive pas très bien à comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement la vie privée. Je comprends que c'est un concept juridique extrêmement pertinent, mais à part dire que j'ai pas d'informations à cacher, c'est ma première réaction, alors qu'en fait, ça va au-delà. Donc, autrement dit, le concept de vie privée, par exemple, ne peut pas forcément parler aux gens, mais si on trouve d'autres mots qui sont en lien avec leur expérience de vie, certainement que ça pourrait être beaucoup plus mobilisateur et donc inciter la participation. Proposer des solutions aussi, je vous ai parlé d'agentivité, d'autonomie, des solutions où les personnes peuvent agir directement à partir de ce qu'ils constatent. Donc déjà, leur donner aussi la possibilité de définir quels sont leurs propres ressentis, leurs propres sentiments d'injustice et le type de droit auquel ils pensent qu'ils ont été violés ou en tout cas qui ont été pas respectés, on va dire plus exactement comme ça. Donc ça c'est un des éléments. Et ce qui veut dire aussi donc, faire une éducation aux droits humains en contexte d'IA, savoir par exemple qu'est-ce que c'est le consentement sur une plateforme ou qu'est-ce que c'est de donner d'accepter que les données soient réutilisées sur une application ou encore que les données soient réutilisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Et souvent les gens n'ont aucune idée. Et par exemple, quand on souscrit à telle assurance ou telle autre, on dit ah mais vous avez déjà l'habitude de donner vos données sur Facebook par exemple, qu'est-ce que ça fera de plus de la donner à une assurance automobile par exemple. Bon, ben ça, il faut faire cette éducation-là sur c'est quoi les droits en contexte du numérique et en contexte de l'IA, parce que les gens n'ont aucune espèce d'idée. Ça permettra aussi de savoir, d'avoir un peu plus une typologie ou une typographie de exactement quel type de droits sont impactés, parce que ça, ce n'est pas toujours évident à savoir de ma perspective. Un élément aussi de la participation qui est en lien avec tout ça, mais c'est d'inclure la perspective des personnes qui sont affectées en leur donnant justement la possibilité de décrire ce qu'ils vivent. C'est aussi leur permettre de participer à la définition des problèmes et surtout à la définition des solutions, et peut-être de mettre en place aussi des processus de reddition de comptes dans le cadre de développement qui soient basés sur les principes de droits humains. Et donc, quand on parle de reddition de comptes, ça permet aux citoyens d'être inclus dans les solutions, d'être capables de donner leur avis sur un enjeu qui n'est pas forcément technologique, mais un enjeu qui est sociétal. La reddition de comptes, c'est comment est-ce que dans une société, on est capable de faire la reddition de comptes et de prendre les gens, de rendre les gens comment est-ce qu'on dit, responsables de leurs actions, donc qui n'est pas lié spécifiquement à la technologie, mais lié à un processus de dynamique sociétale. D'avoir aussi, je pense, des processus qui soient locaux et nationaux, c'est-à-dire des processus qui soient facilement mobilisables. Encore là, on n'est pas obligé forcément d'aller au niveau international pour dénoncer un certain nombre de non-respect de droits, mais d'avoir des processus qui soient très facilement accessibles, soit par des individus, des groupes d'individus ou des organisations communautaires, par exemple. Je pense que ce serait quelque chose qui serait important. Voilà. Alors, ce qui nous amène à la conclusion de cette présentation-là. Donc,
Les conditions d'une participation qui permettent l'inclusion des groupes marginalisés, vous voyez, dans une perspective de droits humains, ce serait d'avoir des outils donc, qui permettent de penser en termes de justice sociale et non pas juste de risques juridiques, des outils qui tiennent compte des enjeux sociétaux et des inéquités structurelles, on en revient encore à ça, donc tenir compte du contexte, des participations qui ne se résument pas seulement à la consultation. Ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'on consulte, mais on consulte les gens en fonction d'un cadre qui est prédéfini, d'objectifs qui sont déjà prédéfinis, et souvent, leur perspective et leur savoir expérientiel n'est pas forcément mis à contribution. Participation à partir d'une approche directe en fonction des termes qui répondent aux besoins des personnes affectées, ce qui fait la différence, par exemple, entre une participation et une consultation, et ce que j'ai dit un peu, des approches qui mettent en avant les savoirs expérientiels et qui permettent aux groupes affectés de déterminer eux-mêmes non seulement leurs besoins, mais les droits qu'ils aimeraient avoir respectés, ce serait quelque chose qui serait déjà intéressant. Et ce qu'on voit un peu dans la littérature, on voit émerger, et je vous disais, c'est une recherche qu'on est en train de mener, donc c'est certainement quelque chose sur laquelle on va continuer à travailler, mais il y a un certain nombre d'approches qui sont en train d'émerger, notamment au niveau du design justice, et des développeurs qui sont en train de travailler sur, il y a 10 principes qui sont mis en avant sur comment est-ce qu'on peut développer des technologies qui intègrent justement les savoirs expérientiels et les savoirs, l'expérience des groupes, et donc un processus qui est en continu. Et aussi au niveau juridique, il y a une réflexion qui est en train de se faire, comment est-ce qu'on peut intégrer dans le design la perspective de droits humains, par les droits humains, dans un cadre de droits humains et pour les droits humains. Donc ça va être aussi intéressant à voir dans les prochaines semaines, voire mois. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.